de notre pays. La ville de Kinshasa, ayant deux cours d'appel, organise aussi à leur tour une rentrée judiciaire dans leurs ressorts respectifs, ce qui me paraissait quelque peu excessif. Pourquoi ne pas instituer une unique audience célébrée par une seule haute juridiction pour marquer la rentrée judiciaire? Y a-t-il un inconvénient ou un obstacle majeur de droit quant à ce et lesquels? Je sais que d'aucuns réagiront en disant que les différentes rentrées judiciaires sont du fait de la loi en fonction de chaque ordre des juridictions, judiciaire, administratif et la Cour constitutionnelle. J'en conviens et je l'admets. Mais la loi, c'est quoi exactement? La loi n'est rien d'autre que ce que nous écrivons nous-mêmes et qui est exprimé par la célèbre citation latine lex est code notamus. La loi est donc ce que nous écrivons. Et si la loi est ce que nous écrivons nous-mêmes, j'admets que le fait de copier ou d'emprunter des dispositions légales en vigueur dans d'autres pays du monde n'est pas en soi une mauvaise chose. Autant le droit comparé n'est pas négligé en tant que méthode comparative appliquée dans le domaine des sciences juridiques qui abolit le mur d'incompréhension. Cependant, savoir adapter ou mieux domestiquer ce qui est copié ailleurs en l'intégrant dans notre milieu et en lui imprimant la spécificité de nos réalités, à la fois sociologiques, économiques, voire politiques, serait l'une des meilleures solutions. Pour tout dire, permettez-moi l'expression savoir tropicaliser les dispositions légales copiées ailleurs. Il est important que nos lois soient désormais conçues véritablement selon notre droit national et répondent à nos propres besoins. Cela étant, et en tant que praticien du droit, comparer la situation actuelle de la Cour constitutionnelle à celle de la Cour suprême de justice d'autrefois me paraissait être un devoir scientifique. Ainsi, trois raisons majeures, sans qu'elles ne soient exclusives, peuvent valablement justifier une audience unique au profit de la Cour constitutionnelle. Première raison, la Cour constitutionnelle semble se placer au sommet des autres hautes juridictions du pays, allant même jusqu'à annuler les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État sous certaines conditions. En effet, au terme de l'article 29 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation et de l'article 386 de la loi organique portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, les arrêts de la Cour de cassation et Cour constitutionnelle connaissent l'entendement d'une compétence très limitée, presque liée exclusivement ou strictement en matière d'attribution de litiges aux juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Or, et à titre purement indicatif, par son arrêt R-Const 1933 par 1941 du 12 mai 2023, la Cour constitutionnelle sous R-Const 1933 a décliné sa compétence. Mais sous R-Const 1941 a plutôt déclaré inconstitutionnel l'arrêt RP 1717 rendu le 15 mars 2023 par la Cour de cassation en matière de cassation du droit répressif et partant a déclaré juridiquement nul et de nul effet le dit arrêt. Par son arrêt R-Const 2259 du 31 mai 2024, la même Cour constitutionnelle a déclaré l'arrêt du Conseil d'État sous REA 421 du 20 mai 2024 contraire à la Constitution et partant nul et de nul effet. Pour déclarer nul l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle a invoqué la violation flagrante par la Cour de cassation des droits de la défense garantis par la Constitution, motif qui n'a aucun rapport avec l'attribution de litige à une juridiction. Pour déclarer nul l'arrêt du Conseil d'État, la même Cour constitutionnelle a invoqué la violation de l'article 12 de la Constitution qui assure l'égale protection devant la loi garantie à tout Congolais.
motif qui n'a non plus aucun rapport avec l'attribution de litige à une juridiction. Si la Cour constitutionnelle était un avion et sans être pilote, je dirais que la Cour a fait une sortie de piste, car la loi ne peut avoir qu'un sens dans l'intention du législateur. Les autres sens qu'on veut lui attribuer sont nécessairement faux. Ainsi s'exprimait le premier avocat général Paul Leclerc dans son discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation belge et sédentaire, qui se place au sommet de la hiérarchie des autres hautes juridictions et qui censure, dans une certaine mesure et sous certaines conditions, les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État, en ayant l'esprit que les arrêts de la haute cour militaire sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation en vertu de l'article 159, alinéa 2 de la Constitution. La Cour constitutionnelle exerce donc un pouvoir juridictionnel sur les arrêts des susdits autres hautes juridictions au point de les annuler, ce qui confirme sa suprématie, voire sa supériorité, qui est la marque de sa position, qu'elle se veut verticale, voire en forme pyramidale et nullement horizontale, écartant par là toute possibilité d'égalité de pouvoir juridictionnel et surtout pas concurrentiel avec les autres hautes juridictions. De ce point de vue, la Cour constitutionnelle se présente donc comme une juridiction suprême de notre pays, de par ses compétences qu'elle invoque principalement en matière d'inconstitutionnalité, sans chercher à savoir s'il est juste, voire légitime ou non, que la Cour constitutionnelle annule les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État, comme si les procès devenaient éternels, même après cassation, et que la spécialité des ordres de juridiction ne comptait plus. Pour ma part, il est temps que les litiges soient définitivement clos dès lors que les trois juridictions se sont prononcées dans la sphère de leurs compétences respectives. La question n'est donc pas ici des différentes rentrées judiciaires en considération des ordres de juridiction, mais plutôt de la célébration d'une seule audience de rentrée judiciaire par la Cour qui se présente de manière fonctionnelle comme une juridiction suprême du pays. Tout est donc dans la symbolique de l'unique audience de rentrée judiciaire. Cette première raison paraît à mes yeux essentielle, suffisante et sérieuse pour privilégier, dans ce cas et dans ces conditions, la seule audience de cette Cour au fin de marquer la rentrée judiciaire dans notre pays, comme ce fut le cas avec la Cour suprême de justice de l'époque. Deuxième raison, le président de la Cour constitutionnelle est le président du Conseil supérieur de la magistrature et a un rang de chef de corps constitué, ce qui fait, une fois de plus, placer la juridiction qu'il dirige au-dessus des autres juridictions. En effet, le président de la Cour constitutionnelle est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature et a rang de chef de corps constitué. Il représente le Conseil supérieur de la magistrature et préside les réunions de l'Assemblée générale. Il dirige le bureau. Il préside les instances disciplinaires pour les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire et des magistrats des parquets près ces juridictions. La tentation devient grande de croire que la seule audience de la Cour présidée par celui qui est le chef de corps constitué peut suffire à marquer la rentrée judiciaire dans notre pays, surtout qu'à une telle audience publique, les magistrats de la Cour de cassation, ceux du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire et d'autres juridictions et des parquets y rattachés sont toujours invités et conviés à y participer. Il me paraît donc évident que la présence de tous les hauts magistrats à l'audience de la Cour constitutionnelle, présidée par celui qui est leur chef de corps, marquerait à coup sûr et sans aucun doute leur adhésion à la célébration d'une telle rentrée judiciaire. Et cela est d'autant plus vrai que lors des réunions interinstitutionnelles de notre pays, la justice
comme institution est toujours représentée par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Dès lors, pourquoi ne pas garder la même unité dans l'unique audience de la seule Cour constitutionnelle pour marquer la rentrée judiciaire dans notre pays en privilégiant la juridiction dirigée par le chef de corps constitué, ne fût-ce que pour des raisons purement protocolaires. Troisième et dernière raison, le ministère public est un et indivisible. Ce qui fait que la seule mercuriale prononcée par M. le procureur général après la Cour constitutionnelle peut suffire. Autant, le seul discours de M. le président de la Cour constitutionnelle peut bénéficier du concours des chefs des autres hautes juridictions pour être unique, mais commun à tous au sein du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, le ministère public est un et indivisible, c'est-à-dire que chaque membre peut représenter indifféremment le ministère public à n'importe quel stade de la procédure et que les actes accomplis par chaque membre d'un parquet engagent le ministère public tout entier. Ainsi, les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État, l'auditeur général de FARDC ont la possibilité d'examiner ensemble avec le procureur général près la Cour constitutionnelle les différentes questions de justice qui intéressent l'officier du ministère public pour une mercuriale commune qui soit prononcée par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce principe d'unité et d'indivisibilité du ministère public est d'ailleurs affirmé à l'article 13 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où le procureur général près la Cour constitutionnelle est assisté des magistrats nommés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins 15 ans d'expérience sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Il est donc évident qu'il s'agit là du même ministère public à l'audience de la rentrée judiciaire. Il en est de même du discours du président de la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Haute Cour militaire ont aussi la possibilité de contribuer à l'enrichissement d'un tel discours en abordant les différentes questions d'intérêt commun de la justice, surtout que la pensée est une œuvre collective. La Cour constitutionnelle sera celle de tous les officiers du ministère public et le discours du président de cette Cour sera celui de tous les magistrats du siège, car une rentrée judiciaire ne vise qu'à marquer la reprise normale des activités par une juridiction. Et d'ailleurs, la Haute Cour militaire n'organise pas de cérémonie de rentrée judiciaire au cours de laquelle l'auditeur général des FARDC prononce une mercuriale et le premier président un discours. Et pourtant, n'est qu'une vue, peut-être d'esprit, d'une simple opinion, mais qui peut modestement contribuer à l'épanouissement de la pensée juridique et peut-être même un jour inspirer des réformes législatives qui répondront sans doute mieux aux nécessités de notre société d'aujourd'hui. Il reste donc bien entendu qu'à ce jour, la lex lata, c'est-à-dire la loi qui est en vigueur en ce moment, demeure celle qui prévoit l'audience de rentrée judiciaire pour chaque haute juridiction concernée, en espérant que la Cour constitutionnelle garde sa spécialité sans s'occuper des matières relevant de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, car, à mon humble avis, l'autorité de la Cour constitutionnelle devrait être limitée au seul champ du contrôle des constitutionnalités, des actes législatifs ou réglementaires, sans chercher à devenir un autre législateur au point de sortir de son cadre de juge constitutionnel pour embrasser toutes les affaires judiciaires. Avant de clore mon propos, la problématique soulevée ce jour peut mériter un débat en toute liberté et en toute indépendance, en tout état de cause. Nous devons apprendre à améliorer la rédaction de nos propres lois, car dans un état de droit, pour reprendre la belle expression de la Cour européenne des droits de l'homme, la qualité de la justice
est liée aussi, et peut-être même d'abord, à la qualité de la loi elle-même. Une loi accessible, précise et prévisible. Le débat reste donc ouvert. Pour toutes ces raisons et considérations, je plaide pour un débat sur l'audience unique afin de marquer la rentrée judiciaire en République démocratique du Congo, mais aussi pour la reprise des travaux par cette cour jeudi. Et je vous remercie. La Cour vous remercie, Monsieur le bâtonnier national, et vous donne acte de votre prestation. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre mécuriel. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Tous les magistrats du parquet général près la Cour constitutionnelle, les agents de l'ordre judiciaire y affectés, le personnel des cabinets et moi-même, vous saluons très respectueusement et vous exprimons toute notre gratitude pour l'insigne honneur que vous nous faites d'héroser de votre présence remarquable la cérémonie solennelle de rentrée de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2025-2026. Votre haute présence, Excellence, témoigne de votre sens républicain et votre profond attachement à l'idéal de l'état de droit, à l'indépendance du pouvoir judiciaire et au respect des libertés fondamentales. À titre strictement personnel, je saisis cette occasion, Excellence, pour vous réitérer toute ma gratitude pour avoir daigné me confier la direction du parquet général pour la Cour constitutionnelle. Au-delà de la satisfaction que procure cette promotion, j'y lis un appel que vous me faites à plus de responsabilités, à plus de hauteur pour être digne de siéger avec ceux qui, sous d'autres cieux, sont appelés les sages de la République. Les port de la robe de couleur bleue, la couleur bleue exprimant la tempérance, la modération et la sagesse, nous invite à l'excellence. Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat ici représenté, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame, Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la Cour des comptes, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, tout protocole respecté. Je salue votre présence et vous remercie d'avoir daigné abandonner provisoirement vos charges pour être présent à l'audience solennelle de ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs, l'origine des audiences des rentrées judiciaires remonte au XVIe siècle. La rentrée judiciaire marque la fin des vacances judiciaires ainsi que la reprise des activités des cours et tribunaux. Au-delà de son aspect quelque peu folklorique, l'audience solennelle des rentrées judiciaires, à travers son cérémonial, son décor et la tenue des acteurs, est l'un des symboles du prestige de l'institution justice, qui, dans toutes les cultures, est un attribut de la divinité. Ces acteurs, c'est-à-dire les acteurs de la justice, exercent ce pouvoir par délégation divine. L'article 100 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle consacre une ancienne coutume des palais et dispose en son 3e alinéa:
le président de la Cour constitutionnelle prononce un discours commentant un sujet lié aux activités de la Cour et le procureur général y prononce une mercuriale. Pour qui s'intéresse à l'histoire du droit, la mercuriale remonte aux assemblées du Parlement de l'Ancien Régime en France, où le premier avocat général ou le procureur général prononçait un discours de rentrée tous les mercredis, jour du roi Mercure, d'où le nom mercurien. Ces discours prononcés chaque mercredi avaient pour finalité dénoncer les fautes commises par les magistrats, proposer des réformes et promouvoir la discipline au sein de la magistrature. Ce sens des discours de chaque mercredi semble être perdu avec le temps pour désigner aujourd'hui les discours de rentrée du chef de parquet. Le parquet général près la Cour constitutionnelle que je dirige a la particularité d'être un parquet dont l'activité répressive semble être l'exception et qui n'a pas d'office inférieur sur lequel il exerce un pouvoir de direction et d'encadrement. Son activité principale consiste donc à assister aux audiences de la Cour constitutionnelle et donner des avis dans les dossiers de sa compétence. C'est pourquoi j'ai choisi de porter ma réflexion sur un sujet lié à l'activité de la Cour, à savoir la problématique du contrôle de constitutionnalité des décisions juridictionnelles par la Cour constitutionnelle. Cette question soulève une problématique. L'historien grec Thucydide disait déjà pendant l'Antiquité que toute institution cherche à étendre ses compétences et à développer son pouvoir. La tendance à étendre ses compétences est l'une des caractéristiques des juridictions constitutionnelles. Tenez, déjà en 2007 et 2009, la Cour suprême de justice, siégeant comme juridiction constitutionnelle, avait élargi sa compétence en matière de contrôle de constitutionnalité en y incluant des actes d'assemblée qui ne sont pas repris à l'article 160 de la Constitution du 18 février 2006. C'était dans ces arrêts R-Cons 512, R-Cons 062 et R-Cons 078, respectivement du 31 juillet 2007, 26 décembre 2007 et 4 mai 2009. La Cour à l'époque et la Cour constitutionnelle aujourd'hui avaient justifié cette extension des compétences en évoquant le concept pouvoir régulateur du juge constitutionnel, pouvoir par lequel celui-ci intervient pour organiser, corriger, stabiliser les fondements des pouvoirs publics, prévenir les blocages institutionnels, arbitrer les conflits de compétences et garantir le respect des principes constitutionnels. Si le pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle et du juge constitutionnel peut justifier l'extension de sa compétence à certains actes de caractère politique et s'étendre au fonctionnement des institutions politiques pour assurer leur fonctionnement harmonieux, le pouvoir régulateur ne peut en lui seul justifier cette extension lorsqu'il s'agit des actes juridictionnels devenus irrévocables et qui constituent donc la vérité J 22 et R-Cons 2347 du 21 mars 2025 peuvent à juste titre être considérés comme des arrêts de principe. Dans les trois cas, les requêtes en inconstitutionnalité visaient des décisions de justice devenues irrévocables rendues par le Conseil d'État et le tribunal de commerce de Gombe, lesquelles ne sont pas reprises dans l'énumération des articles 160 de la Constitution et 43 de la loi organique numéro 21026 du 15 octobre 2023
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En principe, la Cour aurait dû se déclarer incompétente. Toutefois, se fondant sur l'idéal de l'état des droits tiré de l'article 1er de la Constitution, de la nécessité de protéger les droits individuels, la Cour s'est déclarée compétente. Elle réaffirme sa compétence à connaître des requêtes en inconstitutionnalité dirigées contre les décisions de justice sous la double condition, d'abord de l'atteinte à un droit auquel la Constitution accorde une protection fondamentale et l'absence de tout recours pour réparer cette atteinte. Dans certaines de ces motivations, la Cour fait appel à la jurisprudence et à la législation étrangère. Notons que ces deux conditions, à savoir l'atteinte à un droit fondamental et l'absence d'un recours organisé, lorsqu'elles sont réunies, amènent la Cour à déclarer la décision attaquée contre la Constitution, constate son inexistence et la dit nulle et de nul effet. La Cour n'applique pas la règle de renvoi propre au juge constitutionnel allemand. S'il estime qu'une décision judiciaire viole ses droits fondamentaux garantis par la Constitution, l'exercice de ces recours est soumis à 3 conditions cumulatives, à savoir l'épuisement préalable de toutes les voies de recours. Les recours doivent être formés dans les mois qui suivent la notification du jugement. Et enfin, le requérant doit faire valoir qu'il est lésé par le jugement dans l'un de ses droits fondamentaux d'une façon contraire à la Constitution. Lorsque la Cour constitutionnelle allemande constate la violation d'un droit fondamental, elle annule totalement, partiellement la décision judiciaire et ordonne le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente pour être jugée. En Espagne, l'article 44 de la loi portant organisation du tribunal constitutionnel prévoit une procédure dite d'empare constitutionnel. Cette disposition, l'article 44 de cette loi, prévoit que les violations des droits et libertés susceptibles d'empare constitutionnel qui trouvent leur origine immédiate et directe dans l'acte ou une abstention d'un organe juridictionnel pourront donner naissance à ces recours dès lors que les conditions sont remplies. Il s'agit, comme première condition, l'inexistence d'une voie de recours légalement prévue, la violation d'un droit fondamental ou d'une liberté imputable à une action ou à une omission d'une autorité juridictionnelle. Enfin, il doit s'agir d'une atteinte à un droit constitutionnel aussitôt que possible et connu. En Espagne comme en Allemagne, les législateurs restreignent l'exercice de ces recours en un délai de 30 jours. Il faut noter que les systèmes allemands et espagnols ne sont pas les seuls à organiser ces recours de contrôle de constitutionnalité des décisions de justice. En Angola, ce contrôle est prévu par la Constitution de 2007 et la loi du 17 juin 2008. Au Bénin, il semble avoir inspiré notre Cour constitutionnelle, des actes des autorités juridictionnelles a pour mérite de réaffirmer la primauté des normes constitutionnelles et la suprématie de la législation constitutionnelle, gardienne de la Constitution et protectrice des droits et libertés fondamentaux. Il ne s'agit pas d'une voie de recours à proprement parler, d'autant plus que dans son action, le juge constitutionnel se limite seulement à rechercher
aujourd'hui des naissances prétoriennes. Je bénis le Seigneur. Avant de donner mon propos, c'est comme si on s'était concerté avec les deux prédécesseurs sur le thème que je vais développer. Je comprends que le bâtonnier national s'est fait le défenseur des discussions, des doutes, des questionnements. Et le procureur général l'a fixé de façon un peu rigoureuse. La position et l'ordre constitutionnel qui n'est composé que de la Cour constitutionnelle. Ce qui fait que même l'unicité du ministère public ne vaut entre les deux ordres. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, n'est pas en unicité avec le procureur général près la Cour de cassation. L'unicité du ministère public se conçoit désormais dans chaque ordre. Messieurs les juges à la Cour constitutionnelle, chers collègues, mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs les magistrats civils et militaires, monsieur le bâtonnier national, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs les membres des cabinets de juges de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il est de tradition qu'à la rentrée judiciaire des hautes juridictions se tienne une audience solennelle au cours de laquelle le président de la juridiction prononce un discours consacré au développement d'un thème en rapport avec les activités de son institution. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, cette coutume est codifiée au travers de l'article 100, alinéa 3 de son règlement intérieur. Aussi, me sera-t-il permis, avant toute chose, au nom de cette haute juridiction, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, d'avoir accepté de rehausser de sa présence la cérémonie de ce jour, signe de sa volonté soutenue pour l'établissement d'un État de droit et surtout du bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de l'audience solennelle et publique de ce jour, j'ai choisi d'articuler mon propos sur le thème de la fonction de régulation de la Cour constitutionnelle. Certes, il n'est pas aisé de proposer une définition à la fois claire et précise du concept de régulation, tant il est unanimement reconnu qu'il s'agit d'une notion complexe et difficile à cerner. Néanmoins, selon Gérard Cornu, dans son vocabulaire juridique, la régulation désigne l'opération d'équilibrage d'un ensemble mouvant d'initiatives naturellement désordonnées par des interventions normalisatrices. Appréhendée dans le cadre de l'activité d'une juridiction constitutionnelle, la régulation tend à assurer un fonctionnement correct des institutions et de l'activité de pouvoir public, ainsi qu'à discipliner les acteurs publics. Son aspect important est de maintenir l'état de droit et de garantir la protection des valeurs démocratiques. C'est dans cette optique que la Cour constitutionnelle veille à ce que chaque branche du pouvoir, exécutive, législative et judiciaire, respecte les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution, en prévenant bien entendu les abus du pouvoir. Une question se pose et s'impose cependant. Est-ce que la régulation outrepasse les compétences d'attribution de la Cour constitutionnelle? En cela, mon propos rencontre les craintes du bâtonnier national.
La réponse à cette question ne saurait se résumer par un oui ou un non, comme il est généralement admis dans les sciences exactes. Dans les sciences sociales, dont relève la science juridique, le débat est la vertu des réponses éclairées et éprouvées. Le débat sur la régulation est ainsi ouvert et la Cour constitutionnelle se retrouve à l'épicentre de secousses doctrinales. Ses compétences et les modalités de leur exercice suscitent des interrogations. Les juges se trouvent tiraillés entre l'approche minimaliste et l'approche maximaliste de son office. Dans l'une ou l'autre approche, la Cour constitutionnelle reste la cible des tirs croisés des interrogations citoyennes, avec raison quelquefois. Pour certains, le juge constitutionnel ne devrait pas outrepasser ses compétences textuelles en raison de son auto-limitation et, pour d'autres, il en fait trop en raison de son auto-habilitation par l'affirmation des compétences implicites, des principes non écrits et de l'usage excessif du pouvoir régulateur. En effet, l'agencement des compétences telles que les contentieux de constitutionnalité des normes, les contentieux relatifs aux conflits d'attribution, notamment entre l'exécutif et le législatif, l'État et les provinces, les juridictions judiciaires et administratives, constituent les critères faisant de la régulation une fonction sous-jacente des compétences de la Cour constitutionnelle. Il convient de rappeler à cette occasion que la Cour constitutionnelle n'a pas vocation ni ambition de revendiquer le statut d'acteur qui s'immisce dans le fonctionnement des institutions publiques. En réalité, la juridiction constitutionnelle en République démocratique du Congo est née en 1960 avec l'idée même de la régulation constitutionnelle des pouvoirs publics. Mais avec la transformation de l'environnement politique, l'institution du monisme juridictionnel, couplée au tarissement des intentions démocratiques sous les partis États, son installation a été étouffée, entraînant par conséquent celle de la justice constitutionnelle. Fort de cette dernière expérience, le constituant du 18 février 2006 a opté pour un retour à l'idée originelle de 1960, c'est-à-dire la reconduction de la Cour constitutionnelle. Notons que si dans certains pays, plutôt que d'être expressément organisée par la Constitution, la régulation est déduite de l'idée que le juge se fait de ses compétences constitutionnelles et du rôle qu'il est appelé à jouer dans la consolidation de l'état de droit et du respect de la Constitution, à l'instar de la République démocratique du Congo. Dans d'autres, par contre, les textes constitutionnels font de leur juridiction constitutionnelle, dans une formulation presque identique, l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité de pouvoir public. C'est le cas notamment du Bénin, du Togo, du Gabon et j'en passe. De ce qui précède, devrions-nous affirmer que notre Cour constitutionnelle coule dans un activisme judiciaire immodéré ou se caractérise par une avancée juridique qui, au fil des ans, prend une proportion évidente? Pour s'en apercevoir, il sera question dans cet exposé d'analyser d'abord le fondement du rôle des régulations en tant que fonction inhérente aux juridictions constitutionnelles et ensuite d'examiner l'exercice par la Cour de la fonction de régulation considérée comme lubrifiant institutionnel. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, point 1 de la régulation, fonction intrinsèque de la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne la régulation comme fonction intrinsèque de la Cour constitutionnelle, notons que la constitution d'un État est, selon l'expression de Jean Dabin, le principe générateur, régulateur et animateur de tous les systèmes étatiques. Appelé à la protéger, à l'interpréter et à l'appliquer, les juges constitutionnels agissent donc naturellement à l'aune de ce principe régulateur du système politique pour pouvoir faire échec à une situation de paralysie imminente ou réelle d'une ou de plusieurs institutions de la République. Autrement dit, ils s'emploient à débloquer
la paralysie du système de partition entre les différents organes de l'État et, de surcroît, le fonctionnement régulier des différents pouvoirs et un qui bloque la réalisation de cet idéal en République démocratique du Congo. C'est ainsi, lorsque le droit est silencieux, mal appliqué, mal compris, mal interprété, il revient au juge de donner le sens, de préciser l'exact contenu d'une disposition ou carrément d'en déterminer la portée et les implications pour s'inscrire dans cet idéal de l'état de droit. Pour pouvoir mieux comprendre, expliquer l'exercice de cette fonction, il faut noter qu'au stade méthodologique, les raisonnements de la Cour constitutionnelle relèvent du conséquentialisme qui consiste en effet à justifier la solution ou l'interprétation d'un texte par les conséquences qu'impliquerait une solution contraire. À l'occasion du règlement d'un conflit interorganique, par exemple, les juges se trouvera dans l'obligation de peser l'équilibre du système, de trancher entre le nécessaire et le vital, de décider en présence de faits réels, loin de toute vision théorique. Il se dégage que la régulation entretient des liens inextricables avec l'interprétation qu'elle est présente dans le contrôle des normes lors d'un conflit d'attribution et aussi lors du règlement des conflits de compétences. Point 1. Dans le cadre de l'interprétation et des contrôles des normes lors d'un conflit d'attribution, l'interprétation est au cœur de la fonction du juge. Il n'est autre chose qu'une opération intellectuelle inhérente à la fonction du jugement, un instrument obligé, nécessaire à l'exercice de la justice constitutionnelle. Pour y parvenir, les juges se réfèrent à deux outils d'interprétation qu'il ne faut pas confondre avec les méthodes d'interprétation. Ces outils d'interprétation sont l'interprétation comme acte de connaissance et l'interprétation comme acte de volonté. Si, par acte de connaissance, les juges constitutionnels constatent la signification d'un texte, car le sens y est déjà présent, par acte de volonté, le sens de l'énoncé n'est pas contenu dans le texte, ou du moins, le sens de l'énoncé échappe à la situation en présence. Les constituants n'ayant pas prévu une catégorie juridique similaire, il appartient au juge de découvrir le sens in specie casu, c'est-à-dire dans le cas concret qui se présente devant lui. Ainsi fut le cas de l'arrêt RCA 001, dans lequel le requérant, contestant l'ordonnance du Conseil d'État, saisit la Cour constitutionnelle aux fins de règlement de conflit d'attribution juridictionnelle du juge entre une juridiction de l'ordre administratif, le Conseil d'État, et une juridiction de l'ordre judiciaire, le tribunal de grande instance. Examinant sa compétence, la Cour avait relevé qu'elle connaît en principe des recours contre les arrêts du Conseil d'État et de la Cour de cassation en matière de conflit de compétences. Toutefois, dans la poursuite de l'idéal de l'état de droit et de la protection des droits fondamentaux et libertés publiques découlant des articles 1er, 149 et 150 de la Constitution, elle note que l'expression « arrêt » infère à toute décision rendue par ces deux hautes juridictions tranchant la compétence matérielle et de nature à affecter la situation des parties. Comme on peut le voir, la régulation est au cœur de l'exercice de l'interprétation. Autrement dit, il peut s'agir pour le juge de choisir entre des lignes de lecture, entre ce que l'on voit, mais incompréhensible, et ce qui ne se laisse pas voir, mais compréhensible. Une autre question sous-jacente dans cette cause fut la présence du tribunal de grande instance en lieu et place du syntagme normatif Cour de cassation. À ce propos, la Cour constitutionnelle procède par la judiciarisation du cas inédit. En effet, considérant d'une part qu'aucune autre juridiction en cas d'espèce n'aurait pu régler le différend, chaque partie ayant précédemment eu gain de cause respective
puisque le blocage des pouvoirs publics agit de manière à paralyser le fonctionnement des institutions. Dans pareille hypothèse, la Cour constitutionnelle vaut bien plus que régulateur des institutions et pouvoirs publics. Il est considéré comme garant de l'ensemble de l'ordre juridique, de l'équilibre constitutionnel et même gardien du droit fondamentaux. B. Dans le cadre du règlement des conflits de compétences. Une part importante de l'activité du juge constitutionnel consiste à résoudre des conflits essentiels à l'existence même de l'État. Tel est le cas des conflits susceptibles de naître entre l'État central et les provinces. Comme on le sait, la forme régionalisée de l'État congolais actuel étant issue d'un compromis politique entre les tenants de l'État fédéral et ceux de l'État unitaire. Dès lors, la Cour est appelée à veiller à ce que ce consensus coulé dans le pacte social demeure en vue de préserver l'équilibre et la stabilité des institutions. Ce consensus se traduit pour l'État central par le principe de l'indivisibilité de la République et pour la province par le principe de la libre administration des provinces. Point 2, cas jurisprudentiel de la lubrification institutionnelle. La jurisprudence développée par la Cour a été provoquée par plusieurs situations, entre autres le silence de la Constitution, le risque de dépassement d'un délai de rigueur imposé par la Constitution et par la loi, soit la nécessité de la continuité de l'État. Petit a. Le silence de la loi, c'est-à-dire le silence sur un point de la vie sociale, laissant libre cours à diverses interprétations. Ce silence se traduit par un vide constitutionnel tellement évident qu'il s'est avéré nécessaire de faire intervenir le juge constitutionnel. Parce que dans la vie sociale, il arrive des situations qui ne trouvent pas malheureusement leur assise ou répondant dans notre Constitution. Et c'est dans ce cas-là que le juge constitutionnel doit intervenir pour éviter l'immobilisme. Sous les heures const 1438 du 15 décembre 2020, agissant par le président du bureau d'âge, l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour prorogation de son mandat et son habilitation à poser des actes de gestion courante pendant cette période. Rappelons que le mandat du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, arrivant à terme à la fin de la session ordinaire de décembre 2020, et ne pouvait être prorogé. Précédemment, le bureau définitif fut l'objet de destitution par pétition. Celle-ci s'examinant individuellement, restait en examen la pétition dirigée contre les questeurs. En effet, conformément au droit parlementaire congolais, le régime juridique du bureau provisoire est prévu par la Constitution aux articles 114 et 116, complétés utilement par le règlement intérieur de la Chambre. Ainsi, les missions et compétences du bureau provisoire ne peuvent excéder celles prévues à l'ordre du jour. Il dispose en réalité d'une compétence liée, ne pouvant permettre ni de proposer une question nouvelle à l'Assemblée plénière en vue de l'inscrire à l'ordre du jour, ni de proroger ou convoquer une nouvelle session, et encore moins gérer les affaires courantes de la Chambre. Or, le bureau d'âge est arrivé ou était arrivé en fin session sans épuiser l'ordre du jour. Que devait-il faire? Comme souligné précédemment, la survenance des situations exceptionnelles échappant aux constituants ou aux législateurs ne saurait échapper aussi aux juges. Si les constituants ou les législateurs ne les a pas vus venir, les juges, lui, les voient naître et grandir, d'où il doit y apporter solution. Il doit ainsi assurer sa responsabilité de veiller au bon fonctionnement du pouvoir public. Ainsi,
la Cour constitutionnelle devait intervenir dans les cas d'espèce pour éviter à l'État la paralysie de l'ensemble du pouvoir public en prorogeant les missions du bureau provisoire jusqu'à l'épuisement du vote relatif à l'examen de la pétition ainsi que la nécessité d'accorder au bureau provisoire les compétences de gestion des affaires courantes, étant entendu que l'Assemblée nationale installée depuis plus d'une année avait contracté des engagements statutaires tant vis-à-vis des députés nationaux, du personnel administratif que de tiers. Tous, nous nous rappelons de cette situation. Si la Cour constitutionnelle n'avait pas usé de son pouvoir régulateur, les institutions seraient bloquées. Or, c'est ce mécanisme qui a fait en sorte que le droit congolais puisse enrichir d'autres droits parce que nous avons vu qu'il est possible désormais qu'au cours d'une même législature, la majorité parlementaire puisse varier et changer. Aujourd'hui, si nous avons les institutions, nous avons l'Assemblée nationale, c'est parce qu'en ce temps-là, en 2020, la Cour constitutionnelle, avec courage et nationalisme, avait fait usage de son pouvoir régulateur et il est sorti de toutes les doctrines en se basant sur les cas concrets et non sur les théories. Sous les R-Const 262, sous cet arrêt du 11 mai 2016, il était soumis au juge constitutionnel, une situation qui laissait paraître un vide de l'élection. Le mandat du président de la République continuait pour éviter le vide institutionnel. Petit b. Le risque de dépassement d'un délai de rigueur imposé par la Constitution et par la loi. Sous R-Const 37/TSR. Dans cette cause, la Commission électorale indépendante venait d'organiser le premier tour du scrutin présidentiel, mais buté à un cas de force majeure, elle a fait savoir à la Cour qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser le second tour dans les délais de 15 jours, tel que prévu par l'article 71 de la Constitution, d'où sa demande de prorogation de délai. Dans sa requête, elle a rappelé qu'aucune disposition de la Constitution n'avait prévu des mesures à prendre en cas de force majeure qui l'obligerait à proroger les délais d'organisation du scrutin là où les constituants les avaient formellement fixés. Réagissant, la Cour accéda favorablement à la demande, jouant ainsi son rôle naturel de régulateur de l'activité de pouvoir public et la machine étatique pouvait continuer à bien fonctionner. Petit 2, sondante, CNI. Cita d'être relevé de la déchéance encourue du fait de la force majeure empêchant l'installation des organes de la CENI par elle dans les délais impartis par la loi. En effet, l'Assemblée nationale demanda à la Cour constitutionnelle de faire constater les contraintes l'empêchant d'entériner dans le délai les membres de la CENI à désigner par différentes composantes, ainsi que son relèvement de la déchéance en lui accordant la possibilité de poursuivre le processus de désignation en cours au-delà du délai fixé par la loi et ce, en statuant dans ce cas en vertu de son pouvoir de régulateur de l'activité de pouvoir public. Force fut de constater que le délai si haut évoqué n'avait pas pu être respecté, du moins suivant l'interprétation de l'Assemblée nationale, buté à un obstacle de force majeure, l'empêchant dès lors de poursuivre le processus d'entérinement des animateurs de la CENI. Cette dernière s'étant trouvée au point mort, elle avait craint que la continuation du processus dans ces circonstances entache la régularité du processus en rendant celui-ci annulable sur le plan de droit et sujet à des critiques acerbes au plan politique. L'intervention de la Cour constitutionnelle s'interprète dans pareilles circonstances comme bouée de sauvetage pour la République, par le fait que l'inactivité de l'Assemblée nationale aurait eu pour conséquence la non-tenue des élections dans le délai, entraînant une autre conséquence fâcheuse,
celle de la remise en question de la légitimité de toutes les autres institutions de la République à dimension électorale. Point C. La nécessité de la continuité de l'État. Sous R-Const 55/TSR du 27 août 2017, sur requête de la Commission électorale indépendante, CEI en cycle, la Cour suprême de justice était sollicitée pour se prononcer sur la validité de l'existence de cette institution. En effet, la Constitution de la transition du 4 avril 2003 prévoyait l'existence de quelques institutions d'appui à la démocratie, dont la Commission électorale indépendante, qui devait être dissoute de plein droit après l'adoption de son rapport général sur les dernières élections, et ce, conformément à l'article 39 de cette Constitution. Dans l'entretemps, non seulement que ces élections générales n'ont pas eu lieu durant la période de transition, mais aussi il y a eu l'avènement de la Constitution du 18 de gestion du processus électoral effectif de la CENI. C'est face à ce véritable problème juridique que le président de la CEI a sollicité l'intervention du juge constitutionnel. À ce propos, le juge constitutionnel a de bon droit prorogé le mandat de la CEI. Il a justifié son intervention en s'inspirant de l'esprit du constituant d'appliquer à la CEI le principe de la continuité et de la régularité des services publics jusqu'à ce que la CENI soit devenue effective. La même justification a été utilisée dans la décision du 31 janvier 2006 sous R-Const 59/TSR. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs, en définitive, s'il n'est encore besoin de le rappeler, l'invocation de la régulation permet de trouver une réponse à la hauteur de l'attente afin que le pays ne sombre pas dans le chaos du fait de l'inachèvement d'un processus dans le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Dès lors, l'invocation de la nécessité de la continuité de ce dernier est l'essence même de la fonction de régulation. L'inaction du juge constitutionnel précipiterait la défaillance de toutes les autres institutions qui s'accompagnera inéluctablement des conséquences imprévisibles sur la stabilité politique du pays et le salut de l'État. La vertu de la régulation s'apparente à une forme de sagesse qui consiste précisément à bien juger les affaires humaines dont les particularités ne se laissent pas appréhender par la Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême. Dans son opinion à lui, il pensait dans son développement qu'il était envisageable d'avoir une seule rentrée judiciaire, une seule cérémonie. Il a évoqué des questions protocolaires, il a évoqué l'unicité du ministère public, il a évoqué plusieurs raisons, selon lui,
Mais à la prise de parole du président de la Cour constitutionnelle, il a tout de suite balayé ces moyens évoqués par le bâtonnier national. Oui, oui, le président de la Cour constitutionnelle a répondu au bâtonnier national de manière péremptoire pour dire que on ne peut plus revenir en arrière parce on avait déjà émietté les trois juridictions. Chaque juridiction a sa spécificité et son objet. Donc, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus des autres cours, même si le président de la Cour constitutionnelle est de droit, président du Conseil supérieur de la magistrature, mais il ne décide pas seul. Tous les autres présidents des autres juridictions sont de droit, c'est vice-président. Donc, on a considéré plutôt que le bâtonnier national a créé une petite polémique, même si après il a considéré que ce n'était qu'un avis. Voilà, c'est la rentrée de la Cour constitutionnelle. Je crois que d'ici peu, nous assisterons aussi. Qui doivent être abordées, c'est une réflexion qui doit être menée. Je pense qu'en cela, il n'y a aucun mal et le président de la Cour constitutionnelle a agi forcément en sa position. J'estime que c'est pour des raisons beaucoup plus politiques, hein, la gestion, éviter que les autres ne soient frustrés. Le président de la Cour constitutionnelle n'a pas parlé pour apaiser les gens. Il n'a fait qu'allusion à la loi, et ce qui est très, très important parce que la loi dit que chaque juridiction doit faire sa rentrée. Et le président de la République ne s'est jamais plaint de venir aux rentrées judiciaires parce qu'il est le magistrat suprême. Et vous devriez comprendre que même dans le province, le cours d'appel et toutes les cours organisent leur rentrée judiciaire. Mais il se fait qu'il est le magistrat suprême. Et là, qui plus est, c'est la cour où il est même, il pourrait être justiciable. C'est comme ça que toutes les juridictions de l'ordre judiciaire qui proviennent de l'émiettement de la Cour suprême de justice ont le même rang. Le bâtonnier national, malheureusement, son avis a failli créer la polémique. Heureusement, la sagesse du président de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, qui est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature, a pesé pour apaiser les gens. Voilà donc, il est toujours possible de faire évoluer la législation et cette réflexion du bâtonnier national mérite bien qu'on s'y penche. On y reviendra forcément. On nous a fait dire que le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature va arriver à un moment. Il aura 2-3 phrases à dire à notre micro dans l'entretemps. Geneviève Kumba, la Cour constitutionnelle, a fait sa rentrée judiciaire. Les discours ont été prononcés. Il y a eu cette plaidoirie du bâtonnier national. Il s'en est suivi